voudrais vous demander pardon parce que je parle en français. Et je n'ai pas l'habitude de parler français, je parle très rarement. J'écris en anglais, je pense en anglais, tout est en anglais. Mes conférences sont toujours en anglais et là, je vais essayer de le faire en français. Merci. Mais comme vous voyez, j'ai un PowerPoint, donc je suis toujours américain. Alors, je vais commencer par une vignette clinique qui va illustrer le processus du passage à l'acte que je voudrais que vous démontrez une façon de penser au passage à l'acte et comment ça se fait step by step. Alors, ici, c'est une dame que j'ai rencontrée en prison. Je l'ai interviewée pendant à peu près 2 jours, à peu près 12 heures. Aux États-Unis, on a le droit au dossier. Hein. Alors, on a le droit à toutes les communications qu'elle a eues depuis qu'elle a acheté un ordinateur. On a vraiment, moi, quand je fais une expertise, je reçois un disque dur de 2 ou 3 terabytes d'informations, donc des millions de pages, pas des milliers de pages. Alors, cette dame-là, elle avait 30 ans, a été noire, a été condamnée pour avoir rejoint la Syrie. Et donc, moi, je faisais une évaluation pour son sentencing. Quelle peine elle allait avoir. Elle est née d'une mère très jeune, a été enfant unique et élevée par sa grand-mère, c'est tout à fait typique aux États-Unis. À 6 ans, a été violée par un cousin. Et ça a duré 7 ans. Il le faisait régulièrement. Et quand elle se rappelait de l'expérience, elle se rappelait de la douleur entre ses jambes, une difficulté à respirer parce que son cousin était beaucoup plus grand et c'était le poids de l'agresseur et un sentiment d'impuissance. Elle a eu peur, elle a eu honte et puis ça a conduit à un isolement car elle n'avait plus confiance aux gens. Elle a développé un état de stress post-traumatique avec des troubles paniques, avec agoraphobie. Elle a gagné du poids pour se protéger et ça a créé un genre de cercle vicieux d'isolement, une perte d'intérêt pour l'école. Au collège, elle rencontre une copine, une autre élève, Salia, qui est musulmane. Elle est curieuse, elle lit sur l'islam. Et de là, elle s'imagine assez près de cette communauté imaginée, la Oumma, que vous avez déjà entendu parler aujourd'hui. Et ça lui donne la force de résister finalement à son cousin qui a essayé de la violer encore. Et bien sûr, ça a renforcé sa croyance en islam. Elle a quelques problèmes médicaux, des crampes, des migraines. Elle quitte l'école en 3e, donc un peu ce que Laurent Bonelli vous a dit hier. C'est un peu ça. Elle est religieuse, mais elle ne se convertit pas encore parce qu'elle fume du cannabis et elle boit. Et bien sûr, c'est interdit. Et finalement, à 20 ans, elle décide, elle arrête ça, elle prend sa shahada, donc elle se convertit, mais a toujours une agoraphobie et des troubles paniques. Alors, elle fait une formation au milieu des États-Unis. Elle rencontre son futur mari et ils se mettent en couple. Ils ont un enfant et après la naissance de l'enfant, ils se marient et là, ils ont une 2e fille. Elle travaille comme une assistante sociale pour personnes âgées. Mais après la naissance de la 2e fille, il y a une divergence religieuse entre les deux et ça conduit à un divorce. En 2013, comme je vous ai dit, elle a une agoraphobie, elle achète un ordinateur pour acheter des vêtements, des choses pour ses enfants. De là, elle explore un peu l'Internet et elle participe à une page musulmane sur Facebook. C'est un nouveau monde. Ça, c'est vraiment la communauté musulmane mondiale qui est concrétisée à Facebook. Elle est choquée par l'histoire d'une femme musulmane qui était violée par un marine américain. C'était une histoire assez connue, en fin de compte, parce que j'ai plusieurs autres
personne qui se rappelle de cette histoire, et elle s'identifie fortement aux musulmans persécutés par les troupes de l'Ouest. Elle devient très active sur Facebook et Twitter, elle commence à répéter les stories, donc retweet, comme on dit en anglais, et pour la première fois, elle n'a plus d'anxiété, elle a une confiance en soi, elle se sent libre, et même elle flirte en ligne. Et l'Internet devient sa vie progressivement, elle passe de 12 à 14 heures par jour en ligne. De là, elle commence à regarder les vidéos de Anwar al-Awlaki et Abdallah al-Faisal. Je ne sais pas si vous connaissez, mais aux États-Unis, dans le monde anglophone, ils sont très connus parce qu'ils prêchent en anglais. Ils connaissent l'arabe et l'anglais. Et elle participe aux prêches virtuelles de Faisal sur Paltalk. Et là, elle veut faire la hijra. Elle veut faire la hijra parce qu'elle veut se laver de ses péchés. Elle en a deux, son viol. Je termine le truc ou... Bon, ben, attendez, je termine juste le C6. Elle veut se laver ses péchés, son viol et sa fille qui est née hors du mariage. Elle rencontre Abu Khaled qui est à l'État islamique à Raqqa en ligne. Il la demande en mariage. Elle fait ça, elle la marie via Skype. Et sur le conseil d'Abu Khalid, il lui dit « Achète des billets pour Barcelone et après tu prends le bus pour me rejoindre ». Elle a été arrêtée à l'aéroport, elle n'a pas de dossier criminel et elle commence à coopérer avec le FBI. Elle est désolée pour son comportement précédent et en prison. Elle a toujours cette troupe panique et en se remémorant de ses viols. Elle ne dit rien en personnel. Mon interview, c'est la première fois qu'elle a révélé cette histoire de viol quand elle était jeune. Donc, elle a un état de stress post-traumatique qui, ça c'est ma diagnose, qui a conduit à une anxiété sociale sévère avec troubles paniques, avec agoraphobie. Elle plaide coupable, material support aux États-Unis, elle est condamnée à 9 ans de prison. Et là, je vais commencer à parler d'une façon un peu plus abstraite, mais avant, je voudrais inviter la ministre à vous dire quelque chose. Alors, ce qui m'intéresse depuis 1992, c'est le processus du passage à l'acte, donc à la violence politique. Avant, pendant 20 ans, je m'étais intéressé plutôt aux victimes, mais après le livre de Christopher Browning, Ordinary Men, qui est un livre assez fantastique, je me suis dit qu'en fin de compte, si jamais il n'y a pas de bourreau, il n'y aurait pas de victime. Donc, je me suis intéressé aux bourreaux. Et j'essaye de comprendre les bourreaux à travers la perspective des acteurs. Alors, ma vie m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de gens que l'on appelle terroristes. Vous voyez, vous ne verrez pas le mot radicalisation, terroriste, tous ces genres de trucs, j'appelle ça la violence politique. J'essaye d'être un peu plus neutre. Mais j'ai tout de même un parcours un peu inhabituel, c'est ça. J'étais un officier de la CIA et j'ai dirigé la guerre contre l'Union soviétique pendant 3 ans. J'étais au Pakistan, en Afghanistan. Et donc, quelques-uns de ces commandants, maintenant, on les appelle les terroristes, comme Jalaluddin Haqqani, qui était un des nôtres dans les années 80. Maintenant, bien sûr, c'est le Uber terroriste, quoi qu'il vient juste de mourir. Mais vous voyez qu'il y a un problème avec le mot terroriste. Donc, moi, je peux être considéré comme un terroriste. Pendant 3 ans, j'étais terroriste, donc j'ai commencé à connaître un peu mes collègues d'une façon informelle. Je ne les ai pas tous interviewés, mais après le 11 septembre, quand je suis revenu, quand j'ai démissionné de la CIA, je suis devenu psychiatre. Mais j'avais déjà 2 doctorats. C'est un peu la même chose, en fin de compte. De gérer un agent et d'avoir un patient, c'est exactement la même chose. On ne dit pas grand-chose, on essaye d'avoir beaucoup d'informations. Il y a des similarités entre les deux, et je crois que j'ai appris
pas tellement ma transférence, counter-transference de Freud, mais de mes agents sur le terrain quand j'étais un case officer. J'ai 2 doctorats et je les ai eus en même temps. J'étais un MD, PhD aux États-Unis, donc j'ai fait un doctorat en médecine, un doctorat en sociologie politique en même temps, et donc j'avais les 2 trucs. Mais une fois que je suis revenu, je m'intéresse surtout à la psychologie sociale, mais j'étais aussi un expert du Moyen-Orient, c'était ma division à la CIA. Et après le 11 septembre, je me suis dit, est-ce que moi j'ai formé ces gens-là? Alors d'abord, c'était un peu une genre de culpabilité. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'Afghans. Moi, je traitais simplement avec des Afghans, des grands commandeurs afghans. Et il n'y avait pas d'Afghans dans Al-Qaïda, donc ce n'était pas moi. Alors je me suis dit, mais qui sont ces gens-là? Et de là, j'ai commencé à analyser ces gens utilisant des méthodes épidémiologiques. Et Mark Ecker a refait mon étude sur les Français. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, il m'avait cité, je crois, hier. De là, après mon bouquin, j'ai témoigné devant le 9/11 Commission, j'ai témoigné devant le Beslan Commission. Le gouvernement américain m'a invité à y rejoindre, et donc j'ai eu mes clearances back. Et là, j'ai eu énormément de données qui sont toutes classifiées, les dossiers secrets du renseignement. J'étais à Guantanamo, j'ai interviewé des gens à Guantanamo, mais je suis aussi un expert légiste. Et être expert légiste aux États-Unis, tout à fait différent de la France. Il y a 2 côtés, c'est adversarial. Je ne sais pas comment on dit ça en français, parce que le système juridique est tout à fait différent. Donc, quand je vois quelqu'un, j'ai accès à tout le dossier. Comme je disais, j'ai 2 terabytes d'informations, et je lis le dossier avant de voir l'accusé, et je passe presque une semaine avec l'accusé. Mes interviews, c'est de 12 à 20 heures à peu près, jusqu'à quand je pense que je les comprends, et de là, ou alors je témoigne, ou j'écris un rapport, tout ça. Et j'en ai fait déjà à peu près 50. J'ai aussi accès à des dizaines d'autobiographies, et le problème est que je ne peux pas écrire sur Soumaya, et ce n'est pas son nom. L'histoire est vraie, et c'est d'ailleurs la seule femme de mon échantillon de 50. Et c'est une des rares qui a des problèmes psychiques. En fin de compte, ce sont des gens normaux. Mais j'ai utilisé ça pour vous montrer un peu le processus du passage à l'acte, même avec des gens qui souffrent de problèmes mentaux. Alors, comme je ne peux pas écrire sur ce que je sais, j'écris sur ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire l'histoire. Et mon dernier livre s'appelle Turning to Political Violence, c'est à peu près 500 pages. Et ça commence à la Révolution française, et la première terroriste, c'est Charlotte Corday, bien sûr, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas un seul musulman, mais ça m'a donné beaucoup de contrastes avec cette campagne de violence politique maintenant. Alors, les 34 campagnes de violence politique que j'ai étudiées à travers 4 continents, sur 2 siècles, et des diversités de causes politiques, républicanisme, parce que on les appelait les anarchistes au 19e siècle, mais en fin de compte, le terme est terroriste. Ils n'étaient pas anarchistes, ils étaient anarchistes après Proudhon, mais une femme comme Charlotte Corday, on l'appelait anarchiste, même qu'elle n'était pas anarchiste, comme on entend. Anarchiste, c'est un ancien nom. Donc, ils étaient républicains, indépendance, réaction, anarchisme, socialisme, communisme, fascisme, ethnique, suprématie blanche, noire, jaune, religieuse, et même les bouddhistes deviennent terroristes. J'ai eu l'opportunité d'interviewer 4 des tueurs de Aum Shinrikyo à Tokyo. J'avais été invité par le gouvernement japonais, et malheureusement, ils ont tous été exécutés il y a 2 mois, tous les 4, parce qu'ils ont tué les gens.
diversité de tactiques, émeutes, meurtres, ciblés, meurtres indiscriminés, différentes armes. Et j'ai collectionné le compte-rendu des grands procès historiques importants à l'Ouest. Ça a commencé par la France, mais avec les lois scélérates de 1893, il y a une interdiction d'avoir les comptes rendus parce que les gens le lisaient dans le Figaro et devenaient anarchistes. Parce que les anarchistes utilisaient les tribunaux, les procès pour la propagande. Et ça marchait très bien. Et quand je parle aux gens, ils veulent d'abord me parler. Je suis de leur côté, je suis de la défense, du côté de la défense, parce que j'ai accès à l'accusé alors que le procureur ne l'a pas aux États-Unis. Et pour moi, je suis curieux de savoir comment ils sont passés à l'acte. Et les accusés, normalement, ils veulent me parler quand je leur dis que je connaissais Abdallah Azzam et tout ça. Je suis un rockstar pour eux. Alors, comment... J'ai travaillé donc avec le gouvernement américain, je suis retourné, j'étais conseiller au chef d'état-major de l'armée jusqu'à avril 2013. J'étais en Afghanistan pour essayer de résoudre ce problème de Green on Blue Violence. J'ai même interviewé le type qui a tué les 7 Français en janvier 2012. Les a tués par accident. C'est là où Sarkozy avait retiré les troupes françaises d'Afghanistan, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et le type me disait, ce n'était pas les Français que je voulais tuer. Et il ne voyait pas la différence entre les Américains et les Français. Il voulait tuer des Américains. Il pensait que tous les Européens, tous les Blancs étaient la même chose. Et donc, c'est les Français qui l'avaient tué. Ce qui était intéressant. Alors, ce qui est bien, c'est une fois que je me suis arrêté de travailler sur le terrain, d'être un practitioner, un praticien. Je me suis arrêté de travailler et j'ai commencé à penser à ce que j'ai fait. C'est très intéressant, il faut avoir de la distance, parce que là, quand on est dans le bain, c'est très, très difficile à comprendre ce qu'on fait. On le comprend presque en rétrospective. Et de là, j'ai cherché plusieurs théories pour voir qu'est-ce qui correspondait à mon expérience et à tous ces gens. Donc, comme vous voyez, j'ai 50 personnes directes interviewées, une centaine de dossiers que j'ai examinés. J'ai même enquêté tous les suspects de l'armée américaine pendant 4 ans. Donc, j'ai énormément de trucs dans ma tête, mais je ne sais pas comment l'organiser. Et ça, je vais vous expliquer comment j'organise ça. Alors, ces 2 théories s'appellent self-categorization en anglais, autocatégorisation, et cognitive heuristics de Kahneman et Tversky, qui ont eu le prix Nobel en 2006 pour leurs travaux cognitifs. Et la théorie est assez simple. On comprend le monde social en le réduisant en 2 catégories, le nous et le eux. Le nous est l'endogroupe, le eux, c'est l'exogroupe. C'est un processus automatique, rapide, naturel et émotionnel. Ça fait partie de la nature humaine. L'autocatégorisation est toujours en contraste avec un exogroupe, c'est-à-dire je suis ce que je ne suis pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en contraste avec l'autre, donc qui aide à définir l'endogroupe soi-même. Il y a des groupes communs comme les races, religions, sexes, professions, nations, partis politiques. Ce n'est pas fixe, c'est relatif. Ça dépend de ce qui est important. C'est contextuel à la période au moment où on pense à ça. Et l'analyse du comportement des groupes doit être dialectique. Donc, vous voyez très bien qu'il y a une interactivité entre les deux et on ne peut pas comprendre le comportement d'un groupe sans comprendre le comportement de l'autre, parce que normalement, c'est une réaction à l'autre. Il y a toujours un biais envers son groupe, endogroupe. C'est un peu si on fait partie d'une équipe de foot, notre équipe est mieux que l'autre. C'est un peu comme une équipe de foot, parce que quand on est membre d'une équipe, on est juste un membre de l'équipe, on n'est pas un individu. Même si on marque 5 buts et notre équipe perd, on est triste.
on s'identifie à l'équipe. C'est tout à fait naturel. On s'engage dans les activités de groupe pour des raisons collectives et non personnelles. On voit les membres de l'exogroupe comme le stéréotype de ce qu'on n'est pas. Et ici, comme je vous avais expliqué avec Soumaya s'autocatégorise comme musulmane en contraste avec le reste de la société américaine, qui, en fin de compte, lui a fait mal, quoi. Ça aussi entraîne une théorie de la psychologie de l'influence sociale, parce que si on est membre d'un groupe, on ne sait pas comment être membre d'un groupe. Qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'on doit ressentir, comment doit-on se comporter. Alors, on regarde et on cherche un type qui est le plus représentatif de son groupe et le plus différent de l'exogroupe, en contraste qu'on est. Et ça, c'est un prototype, on s'appelle le Meta-Contrast Principle. Tout ça, c'est les théories de Henri Tajfel, de Bristol, et maintenant, il y a déjà 4 générations de recherche, c'est très solide, ça s'appelle Minimal Group Theory. Et les actions, les idées et les sentiments du prototype donc forment les normes du groupe, parce que les gens regardent le prototype, essayent de l'imiter, et donc c'est comme ça que le prototype forme les normes du groupe. Et il y a toujours une compétition entre différentes personnalités dans le groupe pour être le prototype, et ça dépend du contexte, et surtout de la relation, de l'état de la relation avec l'exogroupe. Par exemple, si on a un exogroupe amical, les membres coopérants sont beaucoup plus crédibles que les autres et deviennent les prototypes. Si on a un exogroupe hostile, les membres qui sont belligérants, donc extrêmes, sont plus crédibles et deviennent les prototypes. Alors, vous voyez, c'est très élastique, c'est très dynamique et dialectique comme théorie. Le prototype change avec la relation avec l'exogroupe. Alors, Soumaya, elle prenait Olaki et El Faisal comme prototypes qui furent des modèles pour elle. Donc, elle essayait de les imiter. Et l'attraction du prototype inspire les autres à joindre le groupe. Je n'ai jamais vu de cas de recrutement. On en parle toujours, j'ai entendu recrutement pendant les 2 derniers jours, mais en fin de compte, non, c'est l'attrait du prototype. Ils sont vachement cool, je veux être comme eux. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus sérieux comme condition que si jamais on a un recruteur, parce que le recruteur, on peut l'éliminer, mais en fin de compte, ce n'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus grave. Et les membres font ce qu'ils font parce que c'est ce qu'ils croient qu'ils sont. C'est leur idée de ça. Alors, ça, c'est normal. Quel est le premier pas vers ce processus du passage à l'acte? Le premier pas, c'est une activation d'une identité sociale politique. Quand je dis identité, je veux dire identité à l'américaine. Parce qu'identité en France, normalement, quand je demande des gens ici en France leur identité, ils pensent que l'identité, c'est en relation avec des idées abstraites. Moi, l'identité, d'ailleurs, les gens qui étaient là avant moi disaient que l'identité, c'est l'identification avec un certain groupe. Et je suis tout à fait d'accord. C'est comme ça que j'utilise le terme identité. C'est faire partie d'un groupe, s'identifier avec ce groupe. Alors, une revendication divise les gens en 2 groupes opposés autour de celle-ci. L'intervention de l'État les politise. Par exemple, on est ici à une université, les étudiants n'aiment pas la nourriture, il y a une petite manifestation, le directeur de l'université appelle la police qui vient, qui tape sur les étudiants. Maintenant, la nourriture, on s'en fout, c'est que les policiers nous ont battus. Et ça devient le problème. C'est ça la politisation. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé en Russie en 1860, la même chose en 1902, qui a mené à 1905. Et c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 1960 as well, aussi. Et donc là, il y a une création d'une communauté imaginée de revendications politiques, ce que j'appelle la CIRP. La CIRP, c'est simplement la collection des individus qui partagent cette même identité sociale politique. Les individus vont et viennent dans le groupe, c'est amorphe, c'est fluide,
il y a des frontières très poreuses. C'est ce que j'ai appelé dans le temps, il y a 10 ans, le social blob, le blob social. Pourquoi blob? Parce que ça ne veut rien dire. Parce que ce que je voulais m'éloigner, c'était que mes théories étaient utilisées par beaucoup de mathématiciens pour faire des network analysis. Et ce que j'ai essayé de dire que c'est beaucoup plus informel que la formalité mathématique que les gens utilisaient. Cette communauté vague évolue graduellement vers une contre-culture. Ça devient un mode de vie, des symboles et des manières de parler en commun, même manière de penser, de sentir, de se comporter dans le monde. Il y a des rituels communs, des références et des standards communs, façon de s'habiller, de manger. Et ce n'est pas simplement les djihadistes. Les hippies étaient exactement la même chose dans les années 60. Les nihilistes en 1860, jamais vous lisez Turgenev, on le voit, c'est ça, c'est exactement ça ce que je veux dire. La cadération du duo indogroupe-exogroupe évolue avec le temps, c'est pas fixe, quelquefois ça chauffe, quelquefois ça refroidit, et ainsi de suite. Soumaya s'est politisée par la persécution des musulmans qu'elle a vus sur l'Internet. C'est ça qui l'a politisée. La CIRP est rarement violente, sauf sous 3 conditions. Première condition, c'est l'escalade du conflit entre le CIRP et l'État. Soumaya voyait l'engagement des troupes de l'Ouest dans le Moyen-Orient comme une escalade. Il y a un processus de surenchère mutuelle des 2 groupes et il y a un glissement vers l'extrême. Les prototypes militants sont vus maintenant comme les plus représentatifs de chaque groupe et comme ils définissent les membres de chaque groupe, les 2 groupes deviennent plus extrêmes. Il y a donc on voit ça aux États-Unis avec nos élections qui sont passées il y a 2 jours. La politisation, c'est exactement ça. Les membres de l'indogroupe ignorent leur propre violence, blâment tout sur l'exogroupe. Bien sûr, c'est la faute aux autres. C'est naturel. Et donc, les attaques des autres, c'est toujours des attaques sans provocation, mais en fin de compte, il y a des provocations des 2 côtés. On oublie ses propres provocations. Et ils croient que les voix les plus extrêmes de l'exogroupe sont les plus représentatives. Ils oublient complètement tous les modérés et tout ça, c'est donc on voit ça. Et en même temps, il y a une surenchère rhétorique. Et c'est la seule fois que je vais utiliser ce mot radicalisation, c'est cette radicalisation cumulative du discours. Alors là, les gens commencent à prendre des concepts extrêmes, des métaphores de guerre, qui conduisent à des solutions extrêmes parce qu'ils réduisent la possibilité de penser de solutions beaucoup plus modérées. Si jamais on a des métaphores de guerre, on détruit l'autre, on se fait détruire, quoi. Ça baisse le seuil de la violence. Et ce que je veux dire, ce n'est pas l'idéologie de l'extrémiste, mais le discours violent qui importe. Et ça, je le vois dans les 34 campagnes, et c'est tout à fait des différentes idéologies. Mais la violence est là, la violence verbale est là. Et le processus est maintenant amplifié par les médias, les réseaux sociaux, parce qu'en 140 caractères, ça ne conduit pas à une analyse calme, sereine et bien pensée pour résoudre un problème. Et mon président est le prototype de ça, comme vous voyez. Alors, ça, c'était la première condition. La deuxième condition, c'est être désillusionné avec les façons légales d'adresser les revendications. Alors, des 2 côtés, les gens disent « Ah, les gens parlent, et rien ne se fait ». Et la plupart des contestataires, là, s'en vont. Donc, les gens il y a un désillusionnement, il y a une perte de croyance en leur propre efficacité de changer les choses. Mais une toute petite minorité, la plus dévouée, la plus loyale, qui va redoubler d'efforts. Et cela, leur caractéristique, il y a un désillusionnement, mais il y a une croyance de son auto-efficacité toujours et délégitimation de l'État et de la société. Et Soumaya était désillusionnée des protestations légales, mais toujours non violentes. Elle était toujours non violente, parce que ce n'était pas le rôle des femmes, mais tous les gens qui protestaient, tous les musulmans aux États-Unis qui protestaient au bombardement de la Syrie ou de l'Irak, on s'en foutait, on ne les écoutait pas. Donc ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, qui est le trigger, le tipping point, comment on dit en français?
La bascule, très bien. Ce qui fait basculer les choses, c'est ce choc moral contre une agression surprise de l'exogroupe vers l'indogroupe. La plupart, c'est ou alors un meurtre d'une personne de son groupe, une personne innocente de son groupe, une menace d'éliminer son propre groupe, l'indogroupe, une punition injuste d'un membre, c'est-à-dire un procès tout à fait inégal. On voit ça dans l'histoire, des insultes contre les symboles de leur identité, comme les dessins de prophètes. C'est, en fin de compte, une insulte, un choc moral. Et là, il y a quelques gens qui disent « trop c'est trop, assez ça suffit », et l'indogroupe doit se défendre contre l'exogroupe. Soumaya se sent obligée de supporter sa communauté en danger à l'étranger, en Syrie, parce qu'elle s'identifie bien sûr avec les musulmans en Syrie, quoiqu'elle est américaine, et que c'est ça. Et donc là, il y a très peu de personnes qui se portent volontaires comme soldats pour défendre leur communauté imaginée contre les attaques de l'exogroupe. Et si jamais vous voulez vous rappeler d'une chose que je vous dis, c'est que les terroristes, ce qu'on appelle les terroristes, c'est simplement des soldats qui défendent leur communauté. Ils se battent pour défendre leur communauté imaginée. Alors, si jamais vous voulez déradicaliser, quelquefois la guerre se termine, il y a une démobilisation. Mais c'est un peu la même chose. Ici, vous aurez toujours des problèmes si jamais il y a une guerre. Et comme la guerre se termine maintenant au Moyen-Orient, il y a beaucoup moins d'attaques. Et vous le voyez déjà ici, ce genre de truc. Donc, pour la plupart, c'est juste une dérive vers le rôle de soldat. Et tuer, c'est ce que les soldats font. Je crois qu'en France, il n'y a plus de service militaire obligatoire. Et c'est un problème parce que les gens ne comprennent pas ce que les soldats... Moi, j'étais chirurgien de vol dans la marine américaine, donc je sais exactement. C'est le même processus que les soldats ont quand ils joignent l'armée. Là, ils joignent l'armée de l'État islamique ou l'armée d'Al-Qaïda, ils se sentent soldats. Et ce processus peut être court ou long, il n'y a pas de vraies étapes vers le chemin. Ils commencent à réaliser leur nouvelle identité, ils font du paintball, ils font du footing, des activités paramilitaires qui renforcent leur identité martiale de soldats. Soumaya n'a jamais atteint cette seconde autocatégorisation, car ce n'est pas le rôle des femmes dans ce truc. Moi, dans mon échantillon de 34 campagnes, il y a 2000 personnes que j'ai regardées. 40% étaient des femmes. Cette campagne de violence politique est très, très différente des autres, parce que les femmes ne sont pas violentes, sauf les Tchétchènes. Où il y avait beaucoup de femmes qui se faisaient exploser en Tchétchénie. Mais le rôle des femmes, c'est de supporter leur mari et d'avoir des enfants, des petits djihadistes. Et ils sont prêts à se sacrifier pour leurs camarades et leur cause, et s'isolent graduellement de la plus grande communauté de revendications politiques, et ça devient un nouveau indogroupe violent. Pourquoi ils s'isolent? Parce qu'ils sont à l'aise avec leurs compagnons violents, qui partagent leurs sentiments, et ils évitent les autres. Et bien sûr, les autres les évitent aussi, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème avec les autorités. Alors vous voyez, il y a un processus d'isolement. Ils redessinent les frontières de l'exogroupe, en incluant maintenant la société, leurs ex-camarades, qui maintenant sont des cibles légitimes de leur violence. Vous voyez, c'est très dynamique comme truc. Ils se sentent spéciaux, différents et supérieurs de la communauté de revendication politique, parce qu'ils sont l'avant-garde de la révolution, ils font l'histoire. Et ça, on le voit toujours dans n'importe quelle campagne. La dynamique de la violence, c'est une émergence d'une bande de potes violents. C'était un peu ça, c'est mon premier bouquin, c'est comme ça que je suis devenu connu. La théorie de la bande de potes. Mais je me suis aperçu que ma théorie, c'était la bande de potes violents. Pas exactement la bande de potes. Et c'est fait par le bas, c'est une autosélection, c'est difficile à détecter
avant le déclenchement de la violence. C'est un phénomène de groupe. Et le moteur à ça, c'est toujours le discours, la discussion constante que les gens ont entre eux. C'est ça, en fin de compte, le moteur. Et la bande de potes violentes est instable. Il n'y a pas d'autorité du haut pour résoudre les conflits inévitables. Les conflits de personnalité entre rivaux se font passer pour des conflits idéologiques. Il y a un continuum d'engagement. Il y a le noyau actif qui initie et conduit les attentats. Il y a les associés qui participent en plein, à part entière, aux attentats. Mais il y a aussi des groupes périphériques qui savent un peu ce que leurs camarades font, mais ils ne veulent pas trop se mouiller, mais ils les aident de temps en temps si jamais ils ont besoin d'argent ou dormir ou un truc comme ça. Les nouveaux venus sont volontaires. Ils sont attirés par les prototypes maintenant de la bande de potes violents. Il n'y a pas besoin de recruteurs. C'est une attraction, ils sont cool. Les gens, ils pensaient, ils étaient cool. C'est pour ça que les gens étaient attirés par le Weather Underground, que ce soit Baader Meinhof Gang, la même chose. Il n'y a pas de recrutement nécessaire, la participation n'est pas statique, quelquefois ils participent, après ils en ont marre, ils quittent, c'est beaucoup plus dynamique que la plupart des gens y pensent, mais un truc qui est constant, c'est une forte demande de temps. Et donc, il doit avoir une disponibilité biographique. Alors, c'est ou une transition dans la vie. La plupart des étudiants joignent beaucoup de ces groupes. Ceux qui n'ont pas d'engagement professionnel familial ou familial aussi sont disponibles pour joindre ce genre de groupe. Si jamais on a une carrière on n'a jamais le temps de faire ça. Mais ça ne veut pas dire que des médecins ne participent pas. Ils peuvent participer, mais ils ne sont pas dans une carrière médicale où ils essaient de devenir un chef de service. Ils sont médecins, mais ils vont en Syrie pour soigner les gens. Et il y a des liens affectifs intenses. Donc l'esprit de corps est vraiment l'esprit de corps forgé dans l'adversité. Ce que j'ai trouvé, il y a une promiscuité sexuelle depuis... La seule exception, c'était presque Charlotte Corday, qui était vierge, bien sûr, quand on l'a tuée. Mais que ce soit homme ou femme, par exemple, le Weather Underground, la chef était Bernadine Dorn, et elle avait tout un harem d'hommes qui serviced her. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais vous voyez un peu. Alors que la plupart sont des hommes qui sont les chefs et ils ont beaucoup d'admiratrices et ils puisent dans le tas, quoi. Mais ce genre de polarisation aussi crée un problème. C'est-à-dire que si jamais on essaie de comprendre les gens de l'exogroupe, les gens de son groupe à soi disent mais pourquoi ils sont mauvais, et c'est presque vu comme une traîtrise. De quel côté est-ce que tu es? Et donc la plupart des chercheurs sur le terrorisme n'ont jamais été terroristes. Et donc, ils voient les terroristes comme un stéréotype de ce qu'ils ne sont pas. Et c'est pour ça que j'avais écrit un article dans le temps, The Stagnation of Terrorism Research, donc, parce qu'il n'y avait rien de vraiment nouveau en 2014, et j'ai été critiqué, mais la plupart des gens pensent que j'ai raison. Maintenant, parce que vous avez un échantillon énorme en France ici, avec le gouvernement qui commence à vous donner accès, il y a une possibilité que les prochaines grandes découvertes dans ce champ viendront de la France, parce que vous avez malheureusement une opportunité unique. Alors le nouveau paradigme que je vous dis, c'est la violence politique émerge de l'interaction entre la communauté imaginée de revendication politique et l'État. Il y a deux grandes étapes. La première, c'est l'activation d'une identité sociale politisée, ça devient la CIRP, c'est non violent encore.
mais sous 3 conditions: l'escalade du conflit avec l'État, avec la radicalisation du discours, la désillusionnement sur la capacité des moyens légaux à répondre aux revendications et le choc moral envers une grande agression surprise de l'exogroupe envers son groupe à soi. Et ça, c'est l'élément affectif. C'est pas tellement la haine, c'est vraiment le choc moral. Moral outrage, qui n'a pas de traduction en français. J'ai demandé à tout le monde et personne n'a ce genre de truc, mais c'est vraiment moral outrage. Parce que outrage ne veut pas dire outrage. Outrage, c'est vraiment une rage aux États-Unis. Moral outrage. Donc le choc moral, c'est presque ce que vous avez. Et là, ça conduit à une activation d'une identité martiale pour protéger sa communauté attaquée. Et vous avez des bandes de potes violents, et ça, c'est la violence. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la violence politique, comme beaucoup de sociologues vous disaient, il y a la dimension politique et pas tellement psychologique. La violence politique est d'abord et surtout le produit d'un processus politique et social et non d'une idéologie ou une personnalité aberrante ou vulnérable. Alors, dans mon échantillon, que j'essaye aussi de les diagnoser, c'est assez intéressant parce que Soumaya avait donc des problèmes. J'ai un autre type qui est bipolaire. Oui. Non, 2 types sont bipolaires sur 50, dont 4%, qui est assez haut. Mais ce qui m'a surpris, c'est que j'ai 8 sur 50 qui ont autism spectrum disorder. 8%, donc ça veut dire 16%, parce que j'ai un échantillon de 50%. Et ceux-là, ce sont simplement les solitaires, c'est-à-dire qu'ils sont physiquement solitaires, ils font partie de leur communauté imaginée à travers, bien sûr, les social media et tout ça, mais la communication entre l'ordinateur est vraiment unidimensionnelle et les gens qui ont l'autisme se sentent très confortables communiquant à travers les médias sociaux que plutôt face-to-face. Et c'est assez intéressant de voir ça, parce que moi, bien sûr, je les vois face-to-face. Face-à-face, pardon. Pas de prédisposition criminelle, psychologique, idéologique et importante. Donc, je vous ai dit, le terrorisme n'est pas un trouble mental. Avant que je me penche sur le terrorisme, je faisais tueur de masse et tueur en série aux États-Unis. C'était un peu ma spécialité, donc j'ai interviewé 500 tueurs meurtriers aux États-Unis. Normalement, c'est pour competence to stand trial. Il n'y a rien d'équivalent en France. Et c'est tout à fait l'opposé de terroristes, ce qu'on appelle les terroristes. Les meurtriers font ça par intérêt propre. C'est-à-dire, aux États-Unis, comme on a des armes un peu partout, on a eu 17 000 meurtres, c'est 4,7 par 100 000 par an. C'est assez stable, ça s'est un peu diminué. C'est un type qui devient high et qui tue probabilistiquement la personne à côté de lui. Et la plupart du temps, probabilistiquement, c'est son épouse ou sa fiancée ou sa conjointe. Et c'est pour ça qu'on a un taux assez énorme. Les terroristes, ce qu'on appelle les terroristes, non, c'est le contraire. Pour eux, c'est le sacrifice pour le groupe. Donc, ce n'est pas l'intérêt propre, c'est le sacrifice pour le groupe. Donc, l'identité sociale est plus importante que l'idéologie ou l'intérêt propre pour eux. Il n'y a pas de radicalisation sans identification. Parce que l'identification est, en fin de compte, cette acquisition d'idées qui, par radical, je veux dire, qui est contraire et opposée à conventional wisdom, c'est-à-dire ce que les gens pensent dans la société. C'est la définition de Egan Bittner dans les années 60. Et ça fait partie de la nature humaine, ce n'est pas une aberration, donc il faut toujours être vigilant contre ce processus naturel de surenchère entre groupes. Alors ce que je vous dis, c'est pas très optimiste, mais vous voyez que ce qui se passe maintenant et avec les médias sociaux, on peut
imaginez qu'on fait partie d'un groupe assez mondial. Oui, je suis presque terminé. C'est plus facile à imaginer, alors qu'avant, c'était toujours des trucs locaux, parce que les gens, je disais que la discussion est toujours l'engin, le moteur derrière ce processus. Et maintenant, les discussions se font online et pas face à face. Et bien sûr, le modèle doit être testé empiriquement. Je l'ai testé donc sur ces 34 trucs et ça marche à 91%. Je suis toujours intéressé aux exceptions. Les exceptions, c'est les bouddhistes. Parce que les bouddhistes étaient des cultes et donc il n'y avait pas ce moral outrage. Chez les bouddhistes, c'était plutôt des problèmes immobiliers. En fin de compte, ils voulaient d'abord éliminer, ils voulaient construire des grands trucs, des grands bâtiments. Les boards immobiliers ne voulaient pas, donc ils voulaient tuer d'abord ces gens-là, quelquefois les juges. Et ce qui s'est passé dans le métro, je vous ai dit que j'avais interviewé ces gens-là à Tokyo, ce qui s'est passé dans le métro, c'était pour empêcher une descente de police dans leur camp. Ils voulaient donc créer une distraction en tuant beaucoup de gens. Et ça, c'est ma dernière lame. Donc, quoi faire pour vous? J'appelle ça une réaffiliation sociale, parce que ce sont des gens qui se sentent séparés de la société. Ils pensent qu'ils font partie d'un autre groupe. Alors, il faut donc les réaffilier à la société. Aucun programme de déradicalisation a été testé scientifiquement avec un control group et tout ça. L'efficacité, on ne sait pas. Ça marche, peut-être ça ne marche pas, mais il faut les tester avec un control group. Je suis médecin, donc c'est comme ça qu'on teste les interventions médicales. Et on devrait les tester de la même manière. Il faut engager la personne dans l'arène politique, à minima, écouter les revendications, c'est une forme de respect, l'encourager à s'engager dans des revendications légitimes dans la politique domestique ou étrangère de son pays, parce que la plupart, c'est des problèmes politiques. Bien sûr, il y a des gens qui ont des problèmes sociaux, psychologiques, économiques, comme Soumaya en avait. Et là, il faut bien sûr qu'elle soit traitée, mais en fin de compte, ce n'était pas ça la dynamique primaire de sa rébellion contre sa société elle-même. Bien sûr, il faut traiter les troubles mentaux de Soumaya, mais la plupart des gens, ils veulent parler politique. Il faut lui trouver un environnement et un réseau où elle peut se sentir libre d'être soi-même, où on l'accepte pour ce qu'elle soit grosse ou non. C'est une personne, c'est une femme, et de s'exprimer. Et là, il faut un peu essayer d'éduquer la société à accueillir, à reprendre ses membres errants. Comment dire, il y a une image aux États-Unis, c'est qu'on cherche ses moutons et on les ramène au troupeau. Je ne sais pas si jamais il y a une expression comme ça en France, mais c'est un peu ça. C'est ce que je vous dis. Il y a des brebis qui vont un peu, sont errantes, il faut les ramener au troupeau. L'introduire à des savants islamiques légitimes qui ont une crédibilité, et ça qui peuvent transmettre l'héritage complet de l'islam et non une interprétation néo-djihadiste de ce que veut dire être musulman, sans éviter des discussions sur la politique et la persécution des musulmans. Le problème, c'est que la plupart du temps, leurs revendications sont correctes. On tue des musulmans à l'étranger. C'est un fait. On essaye d'éviter de parler de ce genre de truc, mais on le fait. La France n'avait pas été attaquée avant qu'elle commence à bombarder en septembre 2014 la Syrie et l'Irak. Et là, il y a une déclaration de guerre par Al-Adnani une semaine après. Et le premier attentat en France, c'était vraiment Charlie Hebdo, donc 4 mois plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les militaires et les juifs sont toujours des cibles pour cette campagne de violence, sont toujours des cibles légitimes.
Alors, le seul attentat avant le bombardement français, c'était l'attentat à Bruxelles contre le musée juif. Mais ça, c'était parce que c'était des juifs, ce n'était pas parce que c'était des Français. Les Français, une fois qu'ils sont mis en guerre contre l'État islamique, toute la société est devenue une cible légitime pour eux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et il faut tester ce programme.